bien bonjour à tous et bienvenue chez Arkaril pour une nouvelle vidéo autour de la saga du prêtre Jean. Donc nous sommes toujours dans le tome 1, la forteresse d'Alamout, et nous allons faire notre énième tentative. Donc notre personnage a fait toute la même pérégrination qu'on a dévoilée depuis le début, avec mes... alors je crois que mon personnage a 18 points de force, oui, tout s'est plutôt bien passé. Par contre, j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai oublié de tirer l'argent. Ce qui fait que je suis un peu limité au niveau sous. Donc j'ai acheté torche et dague en argent simplement. Jusque là, voilà. J'ai fait aussi le pari d'argent dans la salle des gardes. Donc j'ai gagné 5 pièces d'or. Ce qui fait que j'en suis à 10 maintenant. J'ai récupéré le trousseau de clés, j'ai récupéré le premier élément d'armure. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai noté. Je l'ai pas noté. Enfin, si, je l'ai noté, mais je l'ai pas mis en force parce que ça me donne. Le premier me donne un point de vie supplémentaire et il me donne un point de force. Donc toc. Donc ça c'est bon. Donc voilà. Et maintenant je suis dans le couloir est. Et alors je vais pas prendre la porte blanche parce que c'est un piège. Il me reste la porte étroite qui donne vers les lépreux et la porte au signe magique. Donc on va s'attaquer à la porte au signe magique en faisant cette fois-ci les bons choix. En tout cas j'espère. On va voir ça. Alors ça, j'en ai pas besoin. Hop. 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 Voilà, j'ai mon tour cadet. 585. 585. Voilà. Alors... Donc, avec des gestes prudents, vous vous approchez de la porte marquée d'un signe cabalistique, vous posez la main sur la poignée, vous sentez un léger frisson vous parcourir, réprimant toute envie de fuir, vous entrebâillez la porte et jetez un coup d'œil à l'intérieur. Il s'agit en apparence d'une vaste bibliothèque où de nombreux mages sont plongés dans l'étude de grimoires d'impressionnants volumes aux pages enluminées. Alors, est-ce qu'on rentre dans la salle? Oui, 447. Il faut que je trouve la troisième pièce d'armure. Comment j'ai dit? 447. Je sais... Il faut que je récupère une potion de guérison. Donc il faut que j'aille voir le mage qui est debout devant son pupitre, qui va m'envoyer en mission. Je vais lui dire OK. Je vais donc dans la salle suivante, où là je récupère l'eau liquide. J'en prends pour moi aussi. 246. Ok. Il s'agit de préparation à base de la préparation de base nécessaire à un grand nombre de sorts et de potions dans son état brut, comme ici. Elle a le pouvoir d'une potion de guérison très efficace. Votre gourde en contiendra assez pour 2 utilisations. Donc ça c'est cool. Je retourne de ma corvée, 599. Bon, l'autre il me dit rien du tout. Vous revenez silencieusement voir le mage et lui tendez la fiole que vous avez remplie de liquide bleu. Il ne s'arrache même pas à son travail pour vous remercier et vous chasse d'un signe de la main. Donc on a évité la colère de ce redoutable sorcier. On va à présent parler au mage qui compulse un grimoire à une table 339. Donc c'est là où on avait des soucis, enfin il me semble. Donc je vais pas lui demander de vous donner un sort, ou non, alors si je lui demande la quête, il va m'envoyer paître. Donc je vais lui demander un sort, donc c'est ça que j'ai pas fait. 252. 252. Priant le ciel de ne pas commettre une irréparable étourderie, vous passez derrière le mage pour qu'il ne vous voie pas. Puis, désireux d'éviter d'attirer l'attention, vous chuchotez. Tiens, voilà que je n'ai pas pris ma sacoche à potions. Aurais-tu une fiole à me prêter, cher collègue? Vous retenez votre souffle et essuyez une goutte de sueur de votre front. Mais le magicien ne daigne pas même vous regarder, gardant l'œil rivé à sa tâche. Glisse une main dans les replis de sa longue robe, lit de vin,
et l'y laisse un instant. De plus en plus inquiet, vous attendez. Le mage ressort vite une fiole de son habit. Prends celle-ci. Il ne me souvient plus de son contenu, mais de toute façon, je n'en ai pas grand besoin. Sans se retourner, il vous tend une main osseuse. Avec légèreté, vous refermez le poing sur la fiole qu'il vous a donnée. Lancez 2 dés. Si vous faites 8 ou moins, si vous faites 9, si vous faites 10 ou plus. Oula. Ok. Alors, on va voir ça. 7, donc évidemment c'est le score le plus pourri. 213. J'espère que je vais pas m'arriver une saloperie encore. Vous reculez de quelques pas, de peur que le mage ne s'aperçoive de son erreur, mais il vous a déjà oublié, vous prenant pour un de ses confrères. Vous regardez ce qu'il vous a donné. Une fiole qui contient une dose de potion de guérison. Encore. Ah bah très bien. Potion de guérison, moi ça me va, c'est cool. Potion de guérison. Je note. Potion de guérison. Ok. Bon bah... Je quitte la salle d'études. Bon là j'ai fait toutes les salles. J'ai fait toutes les salles. Hein. J'ai fait les 3 salles de ce côté-là. Ah non, il faut que j'aille voir... non, j'ai une potion de guérison, il faut que j'aille voir les lépreux. J'allais oublier. Donc là c'est 189. Et il faut que j'aille à la portée étroite 478. Il faut pas que j'oublie ça. Alors, vous ouvrez la petite porte basse et passez à l'intérieur. Je descends l'escalier. Donc là, je vais tomber dans la putréfaction. C'est cool. Pouf. Vous continuez à descendre les marches. Je glisse. C'est dégueulasse. Vous êtes tombé dans la léproserie de la forteresse. Allez-vous les attaquer? Non. Leur parler 237. 237. Je bouic. Possédez-vous une potion ou un sort de guérison? Oui, j'ai. Donc là, il me parle, hein, il me dit qu'il a le casque magique, il va pouvoir me le filer, et là, je peux carrément les guérir. Je vais les guérir. 651. 651. Pas content, non? Hop. Vous décidez d'utiliser le pouvoir de guérison que vous détenez pour sauver de la mort le guerrier lépreux. Vous voyez son corps se ressaisir et se redresser. Merci voyageur, je vois que ton cœur est juste malgré tes expériences difficiles. Tiens, prends ce home, fait-il en quittant le casque enchanté. Moi, je n'en ai plus besoin. Ma quête ne signifie plus rien pour moi, mais toi, tu ne dois pas renoncer. J'ai décidé de me consacrer à aider mes compagnons d'infortune, et cela me sera d'autant plus facile que me voici immunisé contre leur mal. Quant à toi, je devine que tu feras bon usage de ce home. Le chef des lépreux quitte la zone d'ombre car il se tenait, et vous tend le casque. Vous voyez son visage déterminé, serein et plein d'une énergie farouche. D'où toute trace de lèpre a disparu. La gorge serrée, vous faites vos adieux à ce gentilhomme généreux. Pouf. Alors, vous remontez les escaliers glissants de la léproserie tandis que les pauvres malades se regroupent autour de leur chef. Vous refermez la porte derrière vous et coiffez le haume enchanté du chevalier qui vous l'a donné. Une vigueur nouvelle semble courir dans vos veines. Votre cerveau réagit avec une intensité décuplée. Le pouvoir du casque est grand. Rajoutez 1 point de force à votre total. Tant qu'on le porte. Ben, c'est cool ça. Donc je vais me rajouter ce petit casque là. Donc casque. Et donc je passe à 20 de force. Voilà, ça commence à être pas mal. Bon, le problème, c'est que je sais pas où est la dernière partie, quoi. 449. Alors, décidez-vous de continuer votre exploration du couloir Est ou le couloir Ouest, mais j'ai fait les deux. Le jardin, au cas où vous ne l'auriez pas encore examiné. Alors, je vais aller dans le jardin, puisque la statue, elle est pas à cet endroit-là. Donc le monstre est pas là, quoi. La statue de Talos. Vous marchez entre les rangées de colonnes jusqu'au jardin proprement dit. Cet alhambra est un havre de paix couvert de fleurs et d'arbres fruitiers, de plantes aromatiques et de pelouses immenses.
Au milieu du jardin, la pièce maîtresse semble être un vaste bassin en marbre circulaire où 4 statues de génie des eaux dispensent une onde à la fraîcheur délicieuse. Vous approchez de cette fontaine majestueuse. En regardant dans l'eau, vous distinguez un objet brillant, presque entièrement enfoui sous le sable blanc du bassin. Allez-vous plonger dans le bassin, essayez d'attraper l'objet avec votre épée, faire le tour du bassin pour essayer d'en voir plus. Bon, ça doit être ma pièce, là, ça doit être mon armure, ça. Je vais faire le tour du bassin, 334. Vous marchez en suivant le bord du bassin, contemplant les paisibles fontaines de marbre. Votre regard fouille l'eau pour essayer de voir ce qu'est l'objet brillant. Mais il est trop bien recouvert par le sable et vous ne parvenez pas à en apprendre davantage sur la nature de cet objet. Tandis que vous marchez, l'impression étrange d'être observé s'empare de vous. Vous faites une brusque volte-face vers le bassin. Il vous semble apercevoir un œil énorme au fond du bassin qui se referme dès que vous vous tournez de son côté. Mais peut-être cette vision fugitive n'est-elle qu'une illusion d'optique. Qu'allez-vous faire à présent? Plonger dans le bassin, essayez d'attraper l'objet avec votre épée. Je vais essayer d'attraper l'objet avec mon épée, 221. Je vais pas aller directement, là j'ai vu qu'il y avait un monstre à l'intérieur. Alors que vous essayez de remuer le sable du bassin avec votre épée, un tentacule visqueux surgit du fond de l'eau et agrippe la lame. Vous avez réveillé le poulpe géant chargé de garder l'objet que vous convoitiez. Lancez un dé. Alors, si vous obtenez un résultat supérieur à 4. Ah, bah on va voir. On va voir les amis ce que ça donne. 3, évidemment. Donc, 1, 2, 3, 587. Qu'est-ce qui va m'arriver? 587. Vous vous rejetez brusquement en arrière pour ne pas tomber dans le bassin et arrachez votre épée à la pieuvre venimeuse qui voulait vous happer. Avez-vous dans votre sac un objet qui puisse vous aider? 300... Je sais pas, je vais regarder, mais ça m'étonnerait. Je ne vois pas trop ce que je pourrais avoir. Une potion de contrôle des animaux. Non. Arc et flèche. Ah, j'ai pas. J'ai pu. Non. J'avais pas assez d'argent pour l'acheter. Ah. Ok. Donc non. Et sinon quoi? Au poignard ou à l'épée. Plongez avec votre épée à la main. Plongez avec votre poignard à la main. Lancer le poignard, c'est un peu con. Non, ben je vais y aller avec mon poignard, 595. Alors, vous plongez le poignard à la main, prêt à affronter le monstre. Le choc est rude, la pieuvre était aussi préparée que vous. Mais vous connaissez son point faible, son œil unique. Vous le transpercerez, tuant ainsi la bête sur le coup, si au cours du combat, vous réussissez un double. À cause de l'eau qui vous entoure, vous mènerez ce combat en retirant 2 points de votre total de force du moment. Pour chaque 6 que vous réussirez, ôtez 2 points de force à la pieuvre. Vous aurez tranché l'un de ses tentacules. Cependant, si vous ne remportez pas ce duel en 4 assauts ou plus, vos poumons cèdent sous le manque d'oxygène et vous mourrez noyé. Ok. Alors, donc j'ai 2 points de force en moins, donc je vais devoir 18 de force. 18, lui il a 16. Si je fais un 6, si je fais un 6, je lui enlève 2 de force. Et si je fais un double, je le tue. Mais avec 6 points de vie. Bon, on va voir. Ok, donc c'est parti pour l'attaque. Alors je fais pas de double, je fais un 1 et un 2, un magnifique 1 et 2. Donc là je fais 18, je fais 21. Lui il a 16. 16 et 8. 16 et 8, ça fait 24. Ça, donc je prends 4 dégâts dans la tronche. Commence bien. Ok. Je reprends. Allez. Ah, bah c'est mieux ça. Ah, je fais un 6, donc je vais lui couper une brochounette là. 6 et 3, 9. Et lui, il fait 4, 7, 9. Alors 9 et 18, ça fait 27. Et lui, il fait 16, il fait 23. Donc il perd 4 points. 4 points. Ok, 3e tour de combat. Ah, je fais un double.
Vous le transpercerez, tuant ainsi la bête d'un coup. Si au cours du combat, vous réussissez un double. Là, je le tue. Par contre, il faut au moins qu'on fasse son attaque, j'imagine. Donc moi, j'ai 18 et 2, 20. Et lui, là, donc 14 et 6, il fait 20 aussi. Donc on a égalité. Cependant, je réussis à le tuer. Ouf. D'accord. Ok, 243. 243. Après vous êtes emparé de la cuirasse magique que défendait la pieuvre, vous remontez à la surface. C'est donc cela qui brillait sous le sable. Abdul Alazred avait bien fait de vous avertir que les pièces d'armure étaient dissimulées dans la forteresse, sans quoi vous n'auriez peut-être pas fait attention à ce petit éclair sous l'eau du bassin. Vous enfilez la cuirasse magique, rajoutez 1 point de force à votre total pendant tout le temps que vous porterez cette cuirasse. Ah ah. Ok, donc je passe à 21 de force. Et c'est une cuirasse. Hein. L'autre effet de la cuirasse, c'est qu'elle va me rendre mes 3 points de vie qui me manquaient. Donc je remonte à 17 points de vie. 373. Parce qu'on m'avait retiré mon armure. C'était le génie qui m'avait retiré mon armure. Et il me disait que dès que je retrouve une cuirasse, je récupère mes 3 points de vie qui me manquaient. Alors, vous faites de nouveau... Bah, en fait, là, on peut aller directement au numéro que nous avait donné, 557, pour aller voir la statue. Et on va aller l'affronter, hein. Tout ce qu'il faut, je pense. Hein. Ok, 557. Donc, on est face au temple. Si vous avez réuni les 3 pièces de l'armure magique, allez au 16. Et ouais, monsieur, on a tout ça. Lorsque vous passez devant la porte du temple, la cuirasse, le casque et les gantelets que vous portez se mettent à vibrer, à briller d'un éclat soutenu. Sur toutes les parties de votre corps, non encore couvertes d'armure, des protections magiques apparaissent aussitôt, poussant comme par enchantement. Vous êtes à présent complètement protégé par l'armure magique. Celle-ci vous confère aussi une vitalité inespérée. Ramenez vos points de vie et vos points de force à leur niveau maximum, sans oublier d'y ajouter les bonus que vous confère l'armure magique. Mais tout ceci ne sera pas de trop pour mesurer à l'immense statue de Talos. Alors, je récupère tous mes points de vie. Donc, je remonte à 17. Boum. Et points de force, bah, je pense que je suis au max. Hein, je suis à 21. 293. Ok. Vous attendez que la cérémonie se termine, caché dans un coin sombre du couloir. Les fidèles se dispersent et quittent la salle par les portes de côté à l'intérieur du temple. Vous savez qu'il vous faudra vaincre Talos, la statue vivante, pour accéder à la tour de Hassan Saba. Le combat sera difficile, le temple est maintenant tout à fait vide. Vous entrez doucement et vous dissimulez derrière une tenture de soie écarlate. Qu'allez-vous faire? Sortir votre épée et défier Talos, vous placer au centre de la salle et attendre. Mais c'est fou. Je vais le défier. Ouais, 503. Alors, vous avancez jusqu'à la statue de Talos. Son gigantisme vous frappe encore davantage. Elle est haute comme 6 hommes, possède 4 bras et semble sculptée dans l'or le plus fin. Une sorte de vernis rutilant ajoute encore de l'éclat à la statue. Prenant votre courage à 2 mains, vous tirez votre épée et écartez grand les bras. Anime-toi, statue, et laisse-moi passer jusqu'à la demeure de Hassan Saba. La présence d'une arme dans le temple fait automatiquement s'animer la statue vivante. Avec des mouvements saccadés, elle quitte son piédestal. La salle tremblant sous ses pas, il se dirige vers vous. Le grand duel commence. Si vous possédez encore la clé de Jade, oui, 323. Pendant que la statue se met pesamment en marche, vous discernez au milieu de la poitrine un emplacement taillé dans un bloc de jade massif. Il semble s'agir d'une serrure. Vous comprenez que la clé de jade que vous détenez s'encastre là, probablement pour arrêter la statue. À chaque fois que vous
remportera un assaut au cours du combat, vous déduirez normalement les dégâts infligés à votre adversaire. Mais vous lancerez les dés une seconde fois. Si vous jetez un 11 ou un 12, cela signifiera que, profitant d'un coup heureux, vous avez réussi à enfoncer la clé de jade au centre de la poitrine de Talos. Aussitôt, la statue s'immobilisera et vous considérerez le combat comme fini. Vous rendrez alors au 149. Alors, je vais noter 149. Pour le moment, la statue s'anime. S'avance vers vous à grands pas, ses bras fendent dans l'air. Ok les gars, donc, grand combat final. Je vais noter le paragraphe, je vais prendre en compte tout ça. Donc 503 pour le paragraphe. Donc hop hop hop. Il a 22 points de vie, il fait plus 1 aux dégâts. Ça va être chaud. Allez, un peu de chance au dé. Alors, ça commence bien. Je fais 3. Donc je fais 24. Et lui, il a 18. 18 et 6. Eh bien, ça fait 24. Donc, c'est un coup dans l'eau. Allez, je rattaque. Putain, c'est pas possible, quoi. Double 1. Ah, mince, alors, donc, comment ça se passe sur les histoires de combat, là? Est-ce que je prends un coup critique dans la tronche? Un coup critique à l'envers. Hein. Alors, jugement de Dieu. Lors d'un double 6... Lors d'un double... Soit pour le prêtre Jean ou un ennemi, une attaque critique est accomplie. Lors d'un double magie critique, le prêtre Jean ou l'ennemi est désarmé. Donc là, c'est moi. Je suis désarmé au sol et étourdi pour le prochain tour. Un malus de -5 pour le prochaine attaque sera alors appliqué. Génial. Alors, il m'attaque. Alors, il fait 9, lui, hein, et donc il fait 27. Et moi, j'ai fait 23. Donc, ça fait 4 et 1, 5 points de dégâts que je prends dans la tronche. Et en plus, je suis pas aidé. 5 points. Ok. Allez. Bon, là, j'ai fait que des dés de daube, on est d'accord? Ça doit changer. 4. Donc là, je fais 25. Et lui, il fait 18 et 4. Il fait 22. Donc, il prend 3 points de dégâts. Oui. Allez, je lui mets ses premiers points de dégâts dans la tronche. 3 points. Donc, il tombe à 19. Et donc là, j'essaie de mettre la clé. Si je fais 11 ou 12... 11 ou 12, eh bien, le combat est remporté. Non, je fais 8. Allez, j'attaque. 4 et 2, 6. Donc là, je fais 27. Et lui, il fait 18 et 8. Ça fait 26. Donc il prend 1 dégât. Il tombe à 18. 18 points. Hop. Et là, je lance le dé. Si j'ai fait 11 ou 12, c'est gagné. Non. Bon, faut que je lui fasse plus de dégâts que ça, hein, parce que là, c'est quand même pas folichon. Hein. Si c'est un 7, donc là, je fais 28 une fois de plus. 18 et 7, ça fait 25. Donc il prend 3 points. Je le grignote, mais voilà, il tombe à 15. Lui-même, il est plutôt... Alors, je relance voir si je mets la clé. Non, pas loin, 10. Allez, j'attaque. 8. Donc là, je fais 18, je fais 29. 29, et lui, il fait 6. Donc il fait 24, donc ça fait 5 points. Allez, je le descends à 10 points de vie, les amis. Ça sent le bon... On tient le bon bout, là. On tient le bon bout. Alors, je lance, voir si je mets la clé. Non. J'attaque. Je fais 5, donc ça fait 26. Et lui, il fait... 26, lui, il fait... 29. Donc, il me met 4 points dans la tronche. Aïe, 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 aïe. Je tombe à 8 points de vie. Allez, on y va. Ah, c'est mieux ça. 9, ça fait 30. Et lui fait 24. Donc je lui mets 6 points. Il tombe à 4 points. Je lance 2 dés pour savoir si je fais un 11 ou un 12. Non. Allez, 4 points. J'y suis presque. Ouh, là je lui fais un mot 11 dans la tronche. Donc ça lui fait... Donc là j'ai 21, ça fait 32. Donc ça va être compliqué pour lui. Ouais, là c'est fini.
Je le terrasse. Je le terrasse. Remporter ce combat 149. Vous avez réussi à vaincre la statue. Celle-ci s'immobilise en grinçant, puis reste là sans bouger. Votre victoire vous a coûté cher, mais le jeu en valait la chandelle. Vous distinguez à présent, derrière la place qu'occupait la statue, l'amorce d'un passage secret. Vous y entrez rapidement avant que votre combat n'ameute d'autres gens que les prêtres abasourdis qui se sont prudemment tenus à l'écart à l'entrée du temple. Un déclic commande la fermeture du passage derrière vous. Vous voilà au moins sûr de n'être pas poursuivi. Au fond du passage, une porte s'ouvre. Vous débouchez sur un immense jardin luxuriant entouré de hautes murailles. Après un si long trajet entre des murs clos, la lumière du soleil irrite vos yeux sensibles. Vous devez maintenant découvrir l'entrée du passage qui mène aux appartements du vieux de la montagne. 3 chemins s'enfoncent dans une forêt touffue. Alors là, je sens encore du dead end qui arrive. Donc 3 chemins. Un à droite, un tout droit, un à gauche. Je suis dans un jardin. Tout droit, 424. L'allée s'enfonce dans les frondaisons, les oiseaux chantent gaiement. Si vous n'étiez pas certain d'avoir quitté la cité de Saint-Jean d'Acre quelques jours plus tôt, vous pourriez vous croire au cœur de la légendaire forêt de Brocéliande. Soudain, un singe détale devant vous et grimpe à un arbre. Il a l'air terrorisé. Voulez-vous vous approcher de lui pour en avoir le cœur net? Oui, qu'est-ce que t'as mon mignon? 539. Qu'est-ce que t'as mon mignon? Vous faites un pas en direction du singe quand brusquement vous sentez quelque chose vous agripper par derrière. Une corde s'enroule autour de votre cou. Une deuxième attrape votre jambe gauche et vous tire en arrière. Vous vous retournez vivement en tentant de vous dégager. Vous êtes aux prises avec un arbre étrangleur, une essence rarissime qui peut capturer ses proies en les immobilisant avec des lianes répréhensibles, puis en les étouffant. Alors, Shawar le magicien vous a-t-il offert... Oh, je sens que je vais mourir. J'ai pas de poudre défoliante, j'ai pas de potion de contrôle de plantes. Vous pouvez utiliser un des flacons que vous a vendu l'apothicaire. J'en ai pas. Sinon, vous pouvez dégainer votre épée et couper les lianes. 633. Vous avez à peine le temps de trancher une liane que déjà 2 autres s'enroulent autour de votre corps. Il n'existe qu'une solution à votre problème. Plongez votre épée dans le cœur de l'arbre étrangleur. Un anneau d'écorce tendre à la naissance de la première branche. Vous vous approchez du plus possible du tronc tout en évitant ou en coupant les lianes qui tentent de vous asphyxier. Bon, ça va, il a que 10 de force. J'ai eu peur que ça soit un petit peu plus balèze. Ok. Bon, ceci dit, j'ai plus que 12 points de vie. Hein. J'ai plus que 8 points de vie, hein, donc faut pas non plus jouer au rigolo, là. Allez, j'attaque. 9. Donc là, je fais 30. Ouais, je fais double 1, donc il fait un échec critique. Ok, donc il fait 12 et moi j'ai fait 30. Eh bien, il prend largement de quoi mourir. Donc je le tue. 344. 344. Vous remarquez une cavité au pied de l'arbre, entre 2 grosses racines. Vous plongez la main à l'intérieur et vous, surprise, vous découvrez une paire de babouches. Vous demandez qui a bien pu les ranger ici, mais vous avez déjà rencontré tant de choses bizarres, autant qu'étranges depuis votre départ de Saint-Jean d'Acre que vous les rangez dans votre sac sans vous poser trop de questions et poursuivez votre exploration des jardins. Alors, je vais noter tout ça. Alors déjà, au niveau duel, je passais à 13. Et je vais noter... Alors le trousseau de clés, je le jette, j'en ai pas, quoi que j'ai une tête de clé de bronze, je sais pas à quoi elle a servi, donc je vais la garder. Et là je mets des babouches. Je vous montre un petit peu la feuille de perso, où j'en suis. Donc 8 points de vie, hein, 21 de force, donc j'ai fait 13 duels, j'ai toujours pas de bonus. J'ai toujours pas mangé en fait, hein. On m'a jamais proposé de manger, 5 un peu particulier. J'ai 2 gourdes, dont une remplie qu'un liquide bleu qui fait une guérison de 2 doses. Alors du coup, j'ai dû filer la potion de guérison. Enfin, je l'ai plus. Et voilà. Ok. Je poursuis mon exploration. 434.
Vous suivez le sentier. La forêt change de visage, les arbres sont plus clairsemés, les feuilles mortes jonchent le sol, les taillis sont moins denses. Mais vous remarquez immédiatement que les oiseaux ont arrêté de chanter. Vous êtes tellement saisi par un changement si radical que vous ne remarquez pas le fil diaphane tendu en travers du chemin. L'avez-vous touché? Alors, je ne fais pas de double, sinon 611. Vous avez touché le fil. Le choc le fait vibrer imperceptiblement à vos yeux, mais suffisamment pour que ce signal se répercute jusqu'au faîte des majestueux conifères de la forêt. Là, une toile finement élaborée vibre et une grosse boule noire et velue, brusquement tirée de sa léthargie, se glisse entre les branches en tissant un fil solide. Puis, ayant repéré sa future victime, elle se laisse tomber sur elle, en l'occurrence vous. Ayant mal calculé sa trajectoire, l'araignée atterrit en souplesse devant vous. Elle déplie ses 8 longues jambes tranchantes, comme des couteaux, et s'avance sur vous. Est-ce que vous possédez une potion de contrôle des animaux? Non. Mais vous n'avez alors que votre épée et votre courage à opposer au monstre qui a 12 de force et 12 points de vie. À la première piqûre qu'elle vous inflige. Aïe aïe aïe. Bon, on va essayer de la tuer. J'ai quand même 21 de force. Avec un peu de chance, ça devrait le faire. Donc la 10, je fais 21, je fais 31. 31, elle fait 12 et 9, elle fait 21. Donc elle prend 10 dans la tronche, il lui reste 2 points de vie. Allez, 8. Là je fais donc 29. Et là il fait 5, 17. Donc là c'est bon, je la tue sans qu'elle n'ait pu me toucher. 327. Vous arrivez à la lisière de la forêt. Devant vous, un pont de bois enjambe une large rivière aux eaux claires et profondes. La rive opposée est partiellement noyée dans un épais brouillard qui s'opacifie vers la droite du cours d'eau. Ok. Bon, il est où ce mec là? Avez-vous découvert sur votre parcours une paire de babouches? Si c'est le cas, 174. Oui. Vous enfilez les babouches au bord de la rive, vous avancez un pied avec méfiance. Il ne s'enfonce pas sous la surface de la rivière. Vous avez trouvé une paire de babouches magiques pour marcher sur l'eau. Étonné par ce nouveau miracle, vous décidez de traverser la rivière à pied sec sans emprunter le pont. Mais au bout de quelques pas, vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous vous enfoncez petit à petit. Les babouches magiques ont perdu une part importante de leur pouvoir. Affolé à l'idée de vous noyer, vous décidez de vite repousser chemin et de traverser le cours d'eau de façon plus conventionnelle en passant par le pont. À quoi ça servit alors tout ça? 588. Bon, je sais que j'ai des trucs pour traverser, mais bon. La construction du pont a beau être élégante et harmonieuse, vous n'avez aucune confiance en sa solidité. Vous l'éprouvez en exerçant une pression du pied droit. Le craquement sinistre que vous entendez est loin d'effacer vos craintes. Vous n'avez pas le choix. Il faut vous débarrasser de votre cuirasse. Vous ôtez votre plastron que vous abandonnez à côté du casque. Vous ne conservez que votre cotte de maille et vos gantelets. Ok, donc là je vais perdre. Du coup, si je perds mon casque, je perds 2 points de force là dans l'histoire quand même. Je perds 2 points de force dans l'histoire parce que je gagnais 1 point de force avec la cuirasse et 1 point de force avec le casque, c'est ça? Donc je descends à 19. Je vais noter le fait que j'ai plus le casque. Je l'ai laissé, on est d'accord. Hein. Ouais. Ici, c'est plus une cuirasse, c'est une cotte de maille. Et voilà. Et j'ai les gantelets et mon anneau noir. Ok. Vous engagez sur le pont, 514. Le passage est barré au milieu du pont par 2 statues blanches comme l'albâtre qui se font face. Toutes deux ont les bras tendus et leurs doigts se touchent presque. Vous remarquez que les statues sont sur pivot et qu'elles ne devraient pas trop vous gêner pour traverser. Laquelle allez-vous faire pivoter pour passer? Oh. Les deux en même temps? Je sais
pas si je vais réussir, hein, les deux en même temps. C'est compliqué. Vous avancez prudemment, le bois craque, mais vous parvenez sur l'autre berge sans encombre. Ok. 459. Bon, ça va pour l'instant. Bon, est-ce qu'on va arriver chez le gars, là? Après le pont, le sentier s'enfonce sous une voûte verdoyante formée de branches, de saules entremêlées. Vous apercevez le kiosque au bout de l'allée. Prêt à affronter le moindre danger, vous vous engagez sous les arbres. Qu'est-ce que je fous dans une forêt, quoi? C'est quoi ce délire? Vous avancez pas à pas, observant chaque recoin qui pourrait camoufler un piège ou un danger. Mais vous surveillez davantage le sol que ce qui se passe au-dessus de vous. Une masse noirâtre et gélatineuse détachée d'une autre branche se laisse tomber sur vous et vous recouvre entièrement la tête. Portez-vous un aume? Bah non, on m'a demandé de l'enlever. 547. Vous êtes aux prises avec un cagoulard, une espèce fongoïde qui se nourrit exclusivement en suçant le cerveau de ses victimes. Vous devez vous débarrasser de cette masse visqueuse le plus rapidement possible avant qu'elle ne s'introduise dans vos narines ou votre bouche, de peur de vous blesser. Il est impossible de vous servir d'une arme blanche. Vous êtes contraint de l'arracher avec vos mains. Si vous avez les gants de l'oiseleur en votre possession, bah oui, heureusement quand même, 433. Vous saisissez le cagouleur à pleine main, dans un effort surhumain, vous parvenez à l'arracher, vous le projetez sur le sol ou vous le piétinez de rage. Vous essuyez le visage, vos cheveux sont recouverts d'une mousse sombre qui s'accroche à votre crâne. Vous retournez à la rivière pour laver la tête. Vous lavez la tête, vous avez peine à vous reconnaître en découvrant votre reflet dans l'eau. Décidément, Hassan Saba est un sage fort difficile à rencontrer. En prenant d'infinies précautions, vous vous engagez à nouveau sous les saules et vous vous approchez du kiosque. 586. Alors, le kiosque couvert de tous côtés est bâti sur un léger monticule. Son toit écarlate et ses montants de bois blanc contrastent avec la verdure luxuriante du jardin alentour. Une vigne vierge court sur un panneau à croisillon. Vous pénétrez à l'intérieur en tapant par endroits sur le plancher pour déterminer l'entrée d'un passage souterrain dissimulé par une trappe. Au premier son de creux, vous remarquez deux leviers enchâssés dans une poutre massive devant vous. L'un d'eux doit commander l'ouverture de la trappe. Lequel allez-vous manœuvrer? Le rouge, le noir ou les deux? Les deux? Ça a l'air de marcher. 439. Alors, vous ressentez un choc violent qui se répercute et s'amplifie tout le long de votre corps. Vous perdez 3 points de vie. Au même moment, le sol se dérobe sous vos pieds, vous bondissez sur le côté, une trappe s'ouvre sur le plancher du kiosque. Vous descendez l'escalier qui s'enfonce dans les ténèbres. Bon, je perds encore 3 points de vie. Hein. Alors j'ai des potions de guérison, mais je sais pas comment m'en servir. 173. Le passage est long et étroit, illuminé par des globes de verre crasseux qui, de temps à autre, diffusent une lumière glauque. Vous ne distinguez pas clairement ce qui se trouve devant vous, mais vous avancez lentement, l'épée pointée vers la gorge d'un adversaire potentiel. Plus rien ne peut vous surprendre. 497. Vous atteignez le bout du tunnel. Dans l'obscurité, vous montez une à une les marches usées d'un escalier en colimaçon. Écartant une tenture, vous débouchez dans un hall sans fenêtre. Une grande table est dressée au centre de la pièce. Un chandelier éclairé de centaines de bougies est suspendu au plafond lambrissé. Vous fouillez le hall. Derrière une tapisserie représentant un animal monstrueux crachant des flammes, vous découvrez un autre escalier qui monte. Aucun doute n'est possible. Vous êtes parvenu au donjon de la forteresse d'Elamout. Et Hassan Saba habite au sommet de la plus haute tour de son palais. Vous vous apprêtez à poser le pied sur la première marche lorsque vous entendez un bruit étrange dans votre dos. Vous pivotez sur vos talons. Un spectre enveloppé dans une longue cape moisie flotte vers vous, attirant fixement votre regard de ses orbites vides. Voilà une épreuve supplémentaire à surmonter. Si vous avez trouvé un anneau de sort dans la forge de la forteresse, oui. Vous êtes à nouveau dans l'intérieur de la forteresse, l'anneau d'invisibilité est inefficace. J'ai un anneau. 371. Vous glissez l'anneau de votre doigt.
À votre doigt, un halo bleuté baigne votre corps, le rendant invulnérable aux illusions et aux êtres non charnels. Le spectre qui vous dévisageait avec une hideuse grimace, explose en 1000 particules qui s'évanouissent dans les airs. Ha 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 564. L'escalier est plus large que le précédent. Un épais tapis moelleux couvre les marches, de riches tentures en fil d'or cachent la brique nue des murailles. Vous continuez votre montée qui s'achève sur un palier plongé dans une obscurité totale. Tâtonnant du bout des doigts, vous parvenez à découvrir une porte et à l'ouvrir. Pénétrez dans une petite pièce blanche, violemment éclairée. Bougies, torches, lampes à huile, globes iridescents sont accrochés au mur ou suspendus au plafond. Pas un seul recoin de la salle n'est dans l'ombre. Et l'éclat aveuglant de ces centaines de points lumineux blesse vos yeux accoutumés aux ténèbres des souterrains et des sous-bois. Vous demandez l'utilité d'une telle pièce quand de la porte par laquelle vous êtes entré surgit un guerrier vêtu de noir. Vous l'observez avec attention, son apparence vous est familière. Vous êtes face à votre double magique, l'ultime épreuve d'Hassan Saba, qu'il a placé sur votre chemin. Vous êtes digne de rencontrer le vieux de la montagne. Vous devez combattre vos mauvais instincts et vos pensées impies incarnées dans cette enveloppe charnelle à votre image. Votre double bénéficie du même total de points de force et de points de vie que vous. Ce détail excepté, l'affrontement se déroule comme à l'accoutumée. Waouh. Alors là, il faut de la chance, quoi. Si je fais un double 1, c'est la mort. Ouh, je fais un 11. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les amis. C'est beau. Et lui, il fait 6. Donc, 6 et 5, 11. Il me reste 5 points de vie. Il me reste pile 5 points de vie, donc il meurt. Ouhou, c'était chaud parce que avec si peu de points de vie, le combat allait être très court, quoi. Oh. Votre double maléfique s'écroule devant vous. Vous vous sentez libéré de vos doutes et de vos craintes. Vous reprenez l'escalier qui débouche dans une gigantesque bibliothèque. Sur une hauteur de plus de 3 mètres, les murs sont recouverts d'étagères chargées de grimoires, livres de sorts, parchemins antiques, thèses magiques, ouvrages sacrés et autres textes énigmatiques. Dans bien des cas, l'écriture et le sens vous en sont inconnus, et vous vous sentez humble devant la masse de connaissances contenues dans cette pièce. Vous arrivez épuisé par tant d'épreuves, l'œil hagard, le corps meurtri. Vous n'aspirez qu'à un solide repas et une longue nuit de sommeil réparateur, et pourtant la vue de ces rayonnages qui ploient sous le savoir du monde vous fait oublier vos fatigues. Du fond de la bibliothèque, une voix vous interpelle. « Bonjour, courageux voyageur, je suis Hassan Saba, celui que tu recherches. » Un vieillard sort de l'ombre et avance vers vous. Il est vêtu d'un ample manteau de velours mordoré, paré de fourrure d'hermine, et sur ses épaules tombent de longues mèches de cheveux purs comme la première tombée de neige. Son regard pénétrant s'allume en vous contemplant. Sache que rares sont ceux qui sont parvenus jusqu'ici. Mes pouvoirs m'ont permis de suivre pas à pas ton odyssée et d'apprécier ton courage et ta droiture. Mais avant de découvrir ce qui t'a poussé à venir en ces lieux, possèdes-tu une pierre précieuse dont tu accepterais de te séparer pour m'être agréable? Bah non, j'en ai pas. Je suis désolé. Je viens sans cadeau, c'est pas très poli, hein. Vous n'avez pas de pierre précieuse à lui offrir. Tant pis vous dit-il. La pureté ou la couleur de son eau aurait pu me distraire un instant, mais je parle, je bavarde. Je soliloque alors que tu es affamé et prêt à t'effondrer d'épuisement. Hassan Saba attrape un flacon de cristal posé sur une petite table de bois précieux et remplit un verre de son contenu. Bois, ami, cette boisson revitalisante restaure ta vitalité de vos points de force et de vos points de vie. Alors, j'ai pas de lèpre, hein. 342. Ton caractère me plaît, reprend Hassan Saba, mais je dois m'assurer que tu es bien digne encore de réaliser ta quête de bonheur éternel. Réponds à cette énigme et je verrai ce que je peux faire pour t'aider. Alors, 3 tomes d'un ouvrage sont posés verticalement côte à côte sur une étagère. L'épaisseur totale de chaque livre est de 10 cm. Un ver se fraye un chemin à travers les feuilles de papier. Il commence à la page 1 du premier volume pour s'arrêter à la dernière page du troisième. En sachant que la couverture de chaque livre est épaisse de 2 mm, dis-moi quelle distance a parcouru le ver dans son œuvre destructrice. Et
Calculez cette distance en millimètres et en fonction du résultat, allez à la référence correspondante. Ok, mec. Alors, 10, il y en a 3, donc ça fait 30 cm. Il commence à la page 1 du premier volume pour s'arrêter à la dernière page du troisième, en sachant que la couverture de chaque livre est épaisse de 2 mm. Bah, ça fait 300, moins 2, moins 4, 296. Si je ne m'abuse. Non, ça parlait de ça. Bah pourtant. Chaque livre est de 10 cm. De la page 1 pour s'arrêter à la dernière page du troisième. Donc il ne mange pas la couverture du premier ni la deuxième. Sachant que la couverture de chaque livre est épaisse de 2 mm. À quelle distance a parcouru le verre? Ah, ou alors c'est les livres, c'est sans les couvertures. Bah donc c'est 300... 300... plus 4, 304. J'ai le droit à plusieurs chances. Ok. Donc je dois être con. N'est pas ça. Et il commence à la page 1 du premier volume pour s'arrêter à la dernière page du troisième, sachant que la couverture de chaque livre est épaisse de 2 mm. Dis-moi quelle distance a parcouru le verre dans son œuvre destructrice. Quelle distance a parcouru le verre? Donc, livre, l'épaisseur totale, c'est total, c'est 300. 300 mm. Ils sont posés verticalement. 300. Ok. 296, j'avais regardé, c'est pas bon. Hein. Alors, si c'est pas bon, 296. Donc 300. Est-ce que je dois rajouter des couvertures? 2. Alors attends, parce que je sais pas. Ah, alors non, parce que normalement, si il mange pas les couvertures, si c'est 10 cm total, et qui ne mange pas les deux dernières couvertures, ça fait 2, moins 2, moins 2, ça fait 4. Voilà, si c'est pas total... que la couverture de chaque livre est épaisse de 2 mm. La couverture de chaque livre. Mm, c'est en total chez chaque couverture ou pas? C'est à 298, hein, sinon. Hein. Non, c'est pas ça. Bon, bah, faut que je trouve quand même. Je comprends pas parce que la couverture est épaisse de 2 mm, normalement. Donc ça veut dire que c'est... Ah, ou alors on compte que ce qu'il a bouffé. D'accord, dans ces cas-là, eh ben, c'est 300 moins... Bah, moins les couvertures, en gros. Moins les couvertures... Donc ça fait 2, 4, 6, 8... 292. Non. Attendez, je vais devoir faire un schéma parce que apparemment je ne comprends pas. Donc j'ai un bouquin, 2 bouquins, 3 bouquins. D'accord? 3 bouquins. Pout pout. Alors il me dit total. L'épaisseur totale, 10 mm. 10, 10, 10. D'accord? Total. Donc c'est-à-dire que là-dedans,
ça fait 2 cm. Est-ce que c'est 2 cm là aussi, 2 cm là aussi, 2 cm là, 2 cm là. D'accord. Donc ça fait 2. Et ça fait 2 plus 2. Et ça fait 2 plus 2. Et là, ça fait 2. D'accord. Il y a une couverture de là, 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 là. Ok. Ok. Donc en nombre de pages, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai 300 moins 12. Donc ça fait 8. Et ça fait 9, ça fait 200. Non, je ne sais pas compter là. Pardon. 10, ça fait 8. Là, ça fait 8. Alors 288. 288 de pages, quoi. C'est-à-dire qu'on considère que les couvertures, c'est pas important, quoi. 288. Non, c'est pas ça. Donc alors, il n'a pas pris ces deux-là et ces deux-là. Donc bah ça fait... chaque bouquin, en gros, il y a 2 et 2, 4. Donc il reste 6 de livres, quoi. Donc là, ça fait 3 x 10, 18. 180. Non. 60 aussi, 3 x 6, 18, 180. Il ne trouve pas. On est d'accord, 10. Donc il a une couverture de 2 et de 2, ça fait 4. Donc il reste bien que 6 cm. Hein. Donc 60 mm. Ok, 60 mm. Pourquoi ? Plus les couvertures qu'il a traversées. J'ai déjà compté ça. Regardez ça. Non. 292, c'est pas ça. Bah, pour moi, il y a un problème. Hein. 3 tomes d'un ouvrage sont posés verticalement. L'épaisseur totale de chaque livre est de 10 cm. Un vers se ferait un chemin à travers les feuilles de papier. Il commence à la page 1. Si c'est que les feuilles de papier et qu'il fait le tour et qu'il ne mange jamais aucune couverture, on est censé normalement calculer que les feuilles. Et il s'arrête bien à la dernière page du troisième. Il passe bien par travers les 3 bouquins. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Je vais bien être un peu débile, mais quand même... Bon, bah, je trouve que ma quête va s'arrêter là. Faute de comprendre l'énigme. Je vais faire une petite pause, le temps de rassembler mes esprits. On va voir ça. Ok les amis, nous revoilà. Cling, ça a fait réflexion là-haut. Il m'a fallu du temps, hein. Il m'a fallu beaucoup de temps. J'ai même failli abandonner. J'ai même me suis dit, je vais regarder, j'ai trouvé une solution sur internet. Tu parles que dalle, c'est pas un bouquin qui est très connu, donc non. Pas de solution, pas de solution sur internet. Donc voilà, mais j'ai trouvé. J'ai quand même trouvé la soluce. Ça m'est venu d'un coup, j'ai eu un flash. donc en fait, ce qui m'a, en fait, la représentation comme ça, c'est bien gentil, c'est que les mathématiques, mais en fait, il fallait bien une représentation presque physique des choses. C'est-à-dire que c'est bien un bouquin dans une étagère, bouquin tome 1, tome 2, tome 3, quoi. Voilà. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand ils disent
de la première page du tome 1 jusqu'à la dernière page du tome, enfin du troisième livre. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais quand on regarde le bouquin, parce que j'ai essayé plein de combinaisons, j'ai essayé, je me suis dit, bon, alors voilà, il faut traverser une couverture, mais ça se trouve peut-être il la contourne, donc il fait le tour de la couverture. Je dis, ah, mais non, mais on peut pas calculer ça, il n'y a pas d'infos numériques là-dessus. Enfin bon, je me suis torturé la tête. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est une représentation, donc les chiffres sont à l'envers. Quand on met un bouquin dans une bibliothèque, hein, avec la couverture face à nous, les numéros de page, ils sont à l'envers. Le premier, il est à droite et le dernier est à gauche. Voilà, et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est ça le truc. Et c'était dans la voiture, j'ai eu un flash dans la voiture, parce que j'ai eu le temps d'aller chercher des quetchs chez un copain, une copine. Et puis en revenant, paf, dans la voiture, j'ai eu le flash. Et j'avais hâte de rentrer. Et je suis rentré, j'ai vérifié, et c'est bien ça. Donc la solution, ben, c'est de la première page du premier livre, bah, du coup, c'est complètement à droite. Donc il ne reste plus qu'à grignoter la couverture, donc c'est 2 mm. Plus le livre en entier, le tome 2, donc ça c'est 100. Hein, donc ça fait 102, plus la couverture du suivant, ça fait 104. Et il s'arrête là, puisque là, on arrive à la dernière page du troisième livre. Donc c'est 104. Et j'ai vite fait regarder. J'ai pas lu, hein, mais j'ai vu que c'était bien ça, 104. Ah, bravo, s'exclame le vieux de la montagne. Tu mérites grandement de découvrir l'immortalité et la félicité parfaite que tu poursuis avec hardiesse. Pour t'aider dans la suite de ton voyage, accepte en cadeau cette épée enchantée et cette potion vivifiante. Alors vous soupesez l'épée, sa lame resplendit à l'allure des bougies, bien équilibrée et extraordinairement légère dans votre main. Ajoutez un point à votre total de points de force tant que vous combattrez avec cette arme. Vous buvez le filtre que vous offre Hassan Saba. Un frisson revitalisant vous parcourt les membres, monte le long de votre colonne vertébrale, baigne votre torse. Vous sentez votre cœur battre plus fort et plus régulièrement. Vous gagnez un point de vie de façon permanente. Donc là, je gagne un point de force avec l'épée. C'est comme une espèce d'épée plus 1, quoi, d'une certaine manière. Donc ça, c'est quand même super cool. Épée, on va mettre épée plus 1. Pouf, pouf. Voilà, donc là, ça me fait monter ma force à 20. Voilà, et mes points de vie montent de manière... Alors, est-ce que j'ai mis le... Je ne sais plus, oui. Les points de vie, donc, montent à 18. Voilà, c'est quand même des scores sympas, là. Hein. Je verrai si je garde tout ça. J'ai pas mangé une seule ration de toute la partie. Hein. Je me suis toujours démerdé pour manger chez les autres. Alors, on va voir si c'est vraiment la fin. Je pense que là, on arrive au bout. Hein. Donc, hop. 481. 481. Le seul problème est que j'ignore totalement dans quelle contrée tu trouveras la légendaire cité de Shangri-La, poursuit Hassan Saba. Tous les documents existants et récits de voyages revenus de là-bas ont disparu au cours des siècles, volés, perdus ou déchirés par des mains ignorantes lors des innombrables invasions barbares qui ont ravagé le monde. Je possède ici un texte ancien qui fait référence à Antarsis, un prêtre qui vécut voici des millénaires au temps de la splendeur de l'Égypte du pharaon. Les scribes ont rapporté un fabuleux voyage dans une contrée si lointaine qu'il fallut plus d'une année de marche pour y arriver. D'après la description qui en est donnée, il ne fait aucun doute que ce pays est la terre de Shangri-La, à laquelle tu aspires. Malheureusement, le papyrus original a disparu dans le gigantesque incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Mais si le cœur t'en dit, je peux user des puissances occultes pour te transporter en Égypte et te permettre de rencontrer Antarsis. Prends garde, ne décide pas à la légère car ton périple ne s'achèvera que dans la mort ou la victoire si tu acceptes. Il ne te sera plus possible d'abandonner en cours de route. Tu te trouverais alors dans un pays inconnu, sans amis ni famille, sans terre natale où retourner. 1000 dangers te guettent le long de ce parcours que nul être humain n'a osé suivre avant toi. Il n'y aura aucune honte pour toi à refuser un si périlleux voyage. Par contre, si tu persistes dans ton intention, je prierai Dieu jusqu'à la fin de mes jours pour que tu atteignes ton but et trouves le bonheur. Si vous acceptez d'abandonner votre époque pour découvrir la lointaine cité de Shangri-La, 671. Bah oui, on est là pour ça. 671.
11, c'est le dernier paragraphe. Vous pouvez vous déclarer prêt à partir. Vous ne pourrez conserver d'autres objets que votre cotte de maille et votre épée. Hassan Saba explique. Il décrit une passe magique. Ainsi, tu maîtriseras tous les langages que tu rencontreras au cours des siècles. Oula. Alors attendez, je vais rectifier ma carte de perso direct. Donc je perds le gantelet magique qui me donnait encore un point de force. Hein. Donc là je descends à 19 de force. Alors je perds l'anneau noir, je perds... Alors mon sac à dos il est vide ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Que votre code de maille et votre épée. D'autres objets. Ok, bah, je vais partir avec le principe que je n'ai plus de médaillon. J'ai juste mon épée magique. Je virerai les torches. Je virerai la dague en argent. Je virerai l'anneau, les babouches, le trousseau de clés. Et voilà, on verra. Alors, la gourde avec le liquide bleu de guérison, bah, je sais pas. J'avoue que là, je ne sais pas trop. Je m'en suis pas servi en tout cas. Mais là, il semble bien dire qu'on conserve d'autres objets que le code de maille et l'épée. Est-ce qu'ils considèrent les gourdes comme un objet? C'est un peu le truc de base quand même. Je sais pas. Je laisse comme ça pour le moment. On rectifiera si besoin. Hop. Ah donc, il décrit une passe magique. Ainsi, tu maîtriseras tous les langages que tu rencontreras au cours des siècles. Puis il marmonne des incantations mystérieuses pour invoquer les puissances de l'au-delà. Soudain, la bibliothèque s'obscurcit, des éclairs zèbrent le ciel. Un vent furieux souffle sur la forteresse d'Alamout. Lentement, Hassan Saba lève les bras, en hurlant des paroles inintelligibles, et la pièce disparaît. Vous êtes dans un vide absolu, sans lumière, sans couleur, sans pesanteur. Vous êtes là, et vous vous sentez filer à travers la fibre même du temps. Votre aventure ne fait que commencer. Ainsi s'achève le récit de la forteresse d'Alamout. Toujours fait triper, moi, ce petit croisé. Je m'imaginais bien dans le personnage. Hein. Et bien voilà, on passe donc à l'œil du Sphinx, le volume 2. Ça n'a pas été facile, hein, cette histoire. Bon, on verra pour le personnage, hein, mais je vais rester avec le tome 2. J'ai surtout galéré, je trouve, à rentrer dans la forteresse. Et une fois à l'intérieur, alors il y a beaucoup... alors, qu'est-ce que j'en pense comme ça, à vue de nez? C'est très à l'ancienne. Donc l'écriture est correcte, c'est pas toujours fantastique. L'histoire est sympa parce que ça se repose un peu sur des bases historiques, avec quand même beaucoup de fantastique. Ça c'est sûr. Mais le fait de jouer un croisé, c'est sympa. De jouer dans cet univers-là. J'ai trouvé donc après le mode de principe de jeu relativement... Enfin un peu à l'ancienne, quoi. Même si les combats diffèrent un peu, qui peuvent être assez mortels. Hein. Mais là, maintenant que je suis parti avec un gros score de force, j'ai 19, je pense que je suis quand même paré pour la plupart des combats. Que dire de plus? Les énigmes sont balèzes, ça c'était sympa. Il y a quand même parfois des endroits, mais ça c'est classique des anciens livres dont on disait le héros, peut-être les nouveaux d'ailleurs aussi. Hein. Mais voilà, des choix un peu c'est un peu pile ou face quoi. Vas-y à droite ou vas-y à gauche. Bon, sans indice particulier, c'est compliqué. Et puis des fois, paf, ça tombe, ça arrive sur une mort radicale. Bon, voilà, c'est rigolo aussi. Hein, c'est le principe de ce type de bouquin. Tout d'un coup, paf, on meurt. Faut pas avoir peur de recommencer. On gagne quand même d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai décidé de choisir de rester dans la même voie. Je me suis dit, je vais creuser au maximum. Si vraiment cette voie-là n'est pas bonne, je pense qu'il y a plusieurs manières d'aller jusqu'à la forteresse d'Alamout, évidemment. Mais pour pas me perdre, hein, j'ai préféré rester dans le même axe. En essayant de voir si j'arrivais à me débrouiller quand même en passant par là, donc par les souterrains. Ça a fonctionné, c'était dur. C'était chaud. Je me suis bien fait avoir par l'histoire du démon du Styx, là, qui était en fait une illusion, qui était vraiment très fort, très balèze. Je me suis dit, bon bah voilà, le jeu est difficile, mais il fallait trouver un moyen de découvrir que c'était une illusion. Ouais, bref, moi j'ai trouvé ça bien, j'ai retrouvé les bonnes sensations de l'époque.
Voilà, après, je ne sais pas trop. On verra ce que ça donne sur le long terme. Les bouquins sont gros, mine de rien. C'est des gros bouquins hein, qui font quand même... je dis, là, c'était combien le paragraphe? 671 paragraphes, c'est quand même costaud. Hein, c'est du gros livre. Donc là, il y en a encore... si je fais toute la série, il y en a encore 7 devant. Donc, pour l'instant, je dirais, ouais, j'ai envie d'essayer plus loin parce que voilà, maintenant j'ai lancé un peu le principe. Je suis pas méga super emballé par finalement l'architecture du bouquin. Mais bon, il y a quand même des bonnes idées. Voilà, ça fera pas partie de mes préférés, mais j'ai envie de creuser et voir justement ce que ça donne sur le long terme. Voilà, donc on va dire bilan relativement mitigé, même si j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, après les personnages sont sympas, et il y a plein de choses que j'ai sans doute pas dû faire, puisque Hassan Saba c'était le fondateur de la secte des assassins. Et ça, en fait, on n'en a pas vu. On n'a pas vu un seul. Donc, je pense que j'ai vraiment dû éviter ça en passant par les souterrains, notamment. Donc voilà. Est-ce que j'aurais envie de le refaire pourquoi pas un autre chemin? Mais a priori, pour l'instant, non. Je préfère passer directement au deuxième tome et voir où me mènent mes aventures. En espérant que j'accrocherai bien aussi au deuxième tome. Voilà, je pense que si le deuxième tome reste sur la même tonalité, on va dire. Je sais pas si j'irai vraiment jusqu'au bout. On verra. Hein, parce que ça reste des bouquins de leur époque, on va dire. Hein. Voilà. Mais non, mais franchement, c'était sympa quand même. Non, finalement, c'était quand même bien. Ouais, non, j'ai quand même aimé. Mais les combats sont un peu faciles parfois. Il faut vraiment, en effet, il faut pas commencer avec une force trop balèze. Même maintenant que je suis à, combien j'ai dit là? Je suis à 19 de force. J'ai peur de rouler un peu sur le jeu. On verra. Après, il y a toujours les dead end. Alors, comment je ferai sans doute pour la fois d'après? Parce que j'ai quand même gagné le bonus de l'épée et du point de vie, du point de vie de force, enfin du point de force avec l'épée et du point de vie. Je pense que si parce que je mourrais, ça c'est évident, je recommencerai sans doute en relançant les dés, mais en bénéficiant en fait de deux choses et des duels. Donc pour l'instant j'ai que 13 points de duel, hein. Je me suis pas beaucoup battu du tout, hein. Et en bénéficiant de ces bonus-là de gains de livres, mais je retirerai les points évidemment à chaque fois, quoi. Voilà. Mais ça se trouve, je vais tracer jusqu'au bout maintenant sans jamais perdre. Peut-être. Non, dans ce cas-là, il faudrait que je me rachète je sais pas, un talisman de chance ou un truc comme ça, parce que c'est vrai que jusque-là, j'ai eu un sacré coup de poisse dans les lancers de dés. Voilà. Bon écoutez, ça fait toujours plaisir hein, de se replonger dans ce type de bouquin de toute façon. Donc on prendra le temps de repartir sur le tome 2. On verra ça. En tout cas, n'hésitez pas pour l'instant vous à me laisser vos commentaires, ce que vous en avez pensé de votre côté aussi. Qu'est-ce que vous pensez de l'écriture, de l'histoire, de la narration, de comment c'est agencé. La quête était assez haletante parce que voilà, à chaque fois je me disais ah c'est bon on arrive à la fin, non il y a encore un truc, etc. Donc le bouquin du coup était assez long. Peut-être ça aurait pu être un peu plus court à certains moments. Mais dites-moi ce que vous en pensez et puis sinon on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos de jeux et sans doute l'œil du Sphinx pour le tome 2 évidemment. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!